Willkommen, bienvenue, welcome dans une nouvelle vidéo. Tching tching. Je n'ai pas changé de tasse, je n'ai pas changé d'habit, j'ai juste retiré ma veste par rapport à la vidéo précédente ou pas, je sais pas si j'ai publié autre chose entre temps. Mais j'ai fait une vidéo il y a quelques temps sur le test de la page 99. Je vous la mettrai dans le petit i juste ici si vous ne l'avez pas encore vu. Le test de la page 99, en gros, c'est quelque chose qui a été plus ou moins théorisé par un écrivain, poète, éditeur du 19e siècle, qui consiste à dire que la page 99 est révélatrice d'un roman en termes de personnages, en termes d'intrigue, en termes d'ambiance, d'univers, de plumes, etc. Qu'en gros, cette page 99 pourrait nous donner envie ou non de lire un bouquin. Dans la vidéo précédente, j'ai mis à l'épreuve 6 livres que j'avais déjà lus et plus ou moins aimés. Et je les ai mis à l'épreuve. En fait, je me rends compte que j'ai mis que 6 livres, maintenant a posteriori, que 6 livres que j'avais aimés et j'ai pas essayé avec un livre que je n'avais pas aimé. C'est regrettable. Allez, attendez, je vais chercher un livre, ça sera un petit complément d'information à la vidéo précédente. Alors le problème, c'est que je ne garde pas les livres que je n'ai pas aimés, je les donne. J'ai de la chance parce que j'en ai 2 que j'ai abandonnés très récemment et que j'en ai pas encore parlé en point lecture, donc je peux les utiliser comme exemple. Le roman que je n'ai pas aimé, c'est « Et nous nous enfuirons sur des chevaux ardents », qui est un roman que je ne suis même pas allé au bout, et en fait, j'ai même pas atteint la page 99. Est-ce que c'est regrettable? Peut-être. Mais du coup, je vais lire cette page 99, voir si elle aurait pu me donner envie de lire le bouquin. Et après, je vais essayer quand même de trouver un roman que je n'ai pas aimé, mais duquel je suis arrivé à terme. Alors, c'est un roman à 2 voix, où on va être avec Muriel, a quitté sa campagne natale pour se marier avec un homme et habite dans la Californie, sauf que son mariage ne se passe pas très bien et que pour échapper à ce mariage un peu ennuyeux et dans lequel elle s'enlise, elle va parier sur des courses de chevaux. Et l'autre personnage est le frère de son mari, Julius, donc son beau-frère, qui lui travaille à Las Vegas et qui travaille dans un casino. Il doit repérer les tricheurs dans les casinos, les gens qui trichent. Et il est homosexuel. Et ça se passe dans les années 1950. En fait, j'ai pas aimé ce bouquin parce que j'ai trouvé que c'était très mou, qu'il ne se passait pas grand chose, que c'était souvent des très longues phrases, très ennuyantes, très verbeuses. Verbeuses? Parce que verbal, ça me paraît bizarre. Verbeuse, est-ce que c'est mieux? Enfin, voilà, des phrases chiantes qui n'apportent rien, qui n'ont pas forcément de style et qui sont un peu mollassonnes. Et je m'ennuyais tellement que voilà, j'avais préféré arrêter. Dans cette page, on va être avec ces 2 personnages. Moi, de là où j'étais jusque-là, c'était sur des alternances entre, d'un côté, Muriel, qui est la femme triste en amour, et de l'autre côté, Julius, qui est le frère homosexuel qui se cache, enfin le beau-frère homosexuel qui se cache, mais ils ne s'étaient pas vraiment rencontrés, c'était chacun leur tour, un coup, un coup en Californie, un coup à Las Vegas. Et là, on va être dans une scène où les 2 se sont rencontrés, où les 2 ont vécu quelque chose ensemble, mais par contre, niveau de la plume, c'est exactement ce que je reproche à ce bouquin. C'est des pâtés entiers de réflexions chiantes et inintéressantes. Vraiment, j'ai été long à lire cette page parce que, encore une fois, dès l'instant que je lis 3-4 mots, après j'en ai marre, genre j'ai envie de vomir, c'est indigeste à mon goût. Et franchement, ça m'aurait pas donné envie parce que bon, il n'est pas forcément fait mention de ce mariage, il n'est pas forcément fait mention de l'homosexualité de Julius. On sait juste qu'elle est vraiment pas heureuse dans son mariage avec cette page et qu'elle essaye de mettre de l'argent de côté. Voilà. Alors pour le coup, je pense pas que ça m'aurait donné envie, c'est vraiment une histoire de style, la plume, c'est vrai, ne me plaît guère à cette 99e page, et niveau intrigue, c'est peut-être parce que je suis un peu au courant de ce qui se passe entre Muriel et Julius en ayant lu, je me suis arrêté à la page 80, donc j'en étais vraiment pas loin de cette page, mais je me suis arrêté peu avant ce passage, mais sinon on n'en apprend pas vraiment sur l'intrigue non plus. Et maintenant on va faire le test avec la disparition de Stephanie Meyer de Joel Dicker, qui est un one-shot de l'auteur, qui est celui que j'ai le moins aimé de toute sa bibliographie. Et c'est sympa parce que c'est un policier, donc on va pouvoir voir si également c'est pas spoilant, parce que dans un policier on n'a pas vraiment envie d'avoir toujours des éléments d'intrigue en avance, surtout si on aime bien essayer de découvrir par soi-même ou de chercher par soi-même. Donc je vais essayer avec celui-ci. On est dans une station balnéaire des Hamptons dans l'état de New York. Le maire de la ville, sa famille, ainsi qu'une passante qui est témoin du meurtre. Voilà, ils vont tous se faire tuer. Et il y a un duo de jeunes flics qui doivent résoudre l'enquête. L'enquête est confiée à 2 jeunes flics qui la résolvent assez rapidement, sauf que 20 ans plus tard, une journaliste dit « Non, vous vous êtes trompé » et cette journaliste disparaît à son tour. Alors moi ce que j'avais pas aimé, c'était surtout le fait que c'était un
policier très très grand public et dans lequel il y avait des rebondissements à foison, mais genre vraiment toutes les 10 pages il se passait quelque chose de nouveau et puis c'était un peu chiant. Sinon c'est un très bon roman de plage, mais plus ou moins comme tous les romans de Joël Dicker. Ce n'est pas spoilant cette page 99, en tout cas les choses qu'on apprend dedans sont dans le résumé au dos. On sait que Stéphanie Meller a disparu, c'est le titre du bouquin aussi, hein, la disparition de Stéphanie Meller. Et on va être donc dans le temps présent, hein, en 2014, avec des flics qui recherchent des informations sur la journaliste qui a disparu après avoir dit que le coupable n'était pas le vrai coupable. Et on va être dans un espèce d'interrogatoire assez classique. En tout cas, les flics en charge de la disparition de Stéphanie Meller essayent de retrouver, de remarcher dans les dernières personnes qui ont vu Stéphanie Meller avant de disparaître et quels étaient ces sujets de discussion. Donc ça donne un bon point de vue du roman parce que ça se passe dans l'univers de cette station balnéaire. On est dans le petit cinéma de ce petit bled au bord de la plage. On est avec les flics qui mènent l'interrogatoire. En même temps, on a cette question de double temporalité parce que on nous parle du meurtre de 1994 où la passante et la famille s'est fait assassiner. Donc, on comprend vite qu'il y a vraiment ces deux temporalités. On est vraiment mis dans ce bain-là. Et franchement, ça peut donner envie. Même si moi, au global, ça m'a pas convaincu. C'est vrai que cette page nous donne suffisamment d'informations et d'éléments de mystère pour pouvoir poursuivre, en tout cas débuter, puis poursuivre la lecture du bouquin. On va pouvoir maintenant commencer le vrai enjeu de cette vidéo. J'ai choisi 4 livres dans ma pile à lire qui, je pense, font tous entre 2 et 400 pages, entre 3 et 400 pages. Je vais vérifier. Je ne peux pas vous faire les résumés car je n'en ai plus aucune idée. Vraiment, je ne sais plus de quoi ça parle. J'ai Héritage de Miguel Bonnefoy aux éditions Payot Rivage qui est prix des libraires. En tout cas, la couverture est très belle. Guerre de Louis-Ferdinand Céline. Je n'ai jamais lu de Céline et je ne sais pas de quoi celui-ci parle. Probablement de la guerre, mais c'est tout ce que je sais. J'ai choisi Liv Maria de Julia Kerninon aux éditions de l'Iconoclaste qui a été publié en poche, je crois, récemment. Et j'ai choisi Là où les esprits ne dorment jamais, je ne connais même pas le titre ni l'auteur, Jonathan Verber. Franchement, je pense que pareil, j'avais acheté le bouquin juste pour la couverture parce que j'aime bien. Il y a un œil, il y a des flingues, je pense que c'est peut-être un policier surnaturel. Bref, je vais lire les 4 pages 99, et voir laquelle me tente le plus. Alors, pour l'instant, ça me donne très très envie. Liv Maria de Julia Kerninon. C'est un passage qui est un début de chapitre qui est très bien écrit, avec une répétition. On ne connaît pas le prénom de la jeune femme. On sait juste que c'est une jeune femme qui a quitté probablement un endroit pour s'installer au Chili, avec une valise légère, un cœur lourd et un dictionnaire d'espagnol. Elle avait débarqué, elle avait pris une chambre, elle avait d'abord trouvé du travail. Voilà, il y a cette répétition de elle a. C'est très mystérieux, mais en même temps, voilà, il y a cette notion d'exode, peut-être une fuite de quelque chose pour arriver au Chili. Peu de bagages, donc on imagine peut-être une fuite rapide, quelque chose qui n'est peut-être pas décidé, ou en tout cas décidé sur un coup de tête. C'est une thématique qui me plaît, ça me donne très envie. C'est assez beau, il y a quand même une recherche sur l'écriture, sur le style. On sait que ça se passe en Amérique du Sud. Je dis pas non. Ça donne pas trop d'infos. Alors, le chapitre s'appelle les Danowski et on nous raconte plus ou moins l'histoire de cette famille Danowski. On sait que ce sont des juifs ashkénazes, que Jacob était le 10e rabbin d'une longue lignée de rabbins. On nous parle un peu de l'histoire de cette famille. On nous fait comme un petit... voilà, un zoom sur la famille Danowski. On nous dit d'où ils viennent, comment ils ont vécu. Ils viennent d'Ukraine. On ne sait pas où ils sont. C'est assez flou. Je ne sais pas du tout si c'est le personnage principal. Comme le bouquin s'appelle Héritage, est-ce qu'on est avec ce personnage Jacob qui... Mais non, parce que là, on nous présente vraiment une nouvelle famille. On nous présente un personnage, donc je ne pense pas qu'à la 99e page, on apprenne seulement qui est notre personnage principal. Donc je ne suis pas sûr que ce soit le protagoniste principal. En tout cas, ça me donne envie. Je ne sais plus du tout de quoi ça parle. C'est vrai que là, ça me donne envie comme ça, mais je ne peux pas dire que ce soit cette page 99 qui me donne vraiment envie. C'est juste que je crois me rappeler maintenant qu'on va être dans un truc sur plusieurs temporalités avec une grosse famille et plein de lieux différents dans le monde. Et peut-être que les Danowski font partie de cette famille, ou en tout cas, je ne pense pas que ce soit la famille principale qu'on va suivre, étant donné qu'elle n'apparaît qu'à la page 99. Donc ça me donne envie comme ça, mais pas forcément pour le test.
Et enfin, Guerre de Louis-Ferdinand Céline. Et encore une fois, bon alors sur les 4 bouquins que j'ai pris, c'est une entame de chapitre. Donc j'ai pris 4 bouquins à la page 99 qui démarrent un nouveau chapitre. J'ai eu la main heureuse. Et là on est déjà un peu plus de la moitié, parce que le roman fait 180 pages. Donc ça peut être dangereux. Le roman fait même beaucoup moins que 180 pages, parce qu'après il y a une revue documentaire sur le manuscrit. Donc le roman fait 150 pages. Donc là, ouais, on est aux 2/3 du bouquin. Est-ce que je le fais? Oui, je le fais parce que, à mon avis, Céline, c'est pas un truc que je peux me spoiler facilement. En tout cas, ça va. C'est surtout pour là me donner, je pense, avec cet auteur classique, une idée de la plume. Je sais pas de quoi ça parle. J'imagine toujours que dans un roman dit classique, ce n'est pas la narration, ce n'est pas l'intrigue, ce n'est pas l'histoire et les personnages qui est important. J'ai plus de batterie. Alors, on comprend, c'est un homme qui se parle à lui-même, c'est comment on appelle ça, une introspection, enfin c'est écrit à la première personne du singulier, et à un moment, l'homme se parle, top que j'ai dit, le vent souffle Ferdinand, part ta galère, laisse les cons dans la merde, laisse-toi pousser, crois plus à rien. Donc on peut vite supputer que c'est un roman écrit à la première personne du singulier, probablement autobiographique, étant donné que l'homme s'appelle Ferdinand. Autobiographique ou autofictionnel, enfin entre les deux peut-être, je sais pas. On apprend, t'es cassé plus qu'aux 2/3, mais avec le bout qui reste, tu vas encore bien te marrer. Donc on comprend que physiquement il a dû être atteint, qu'il a quelque chose, peut-être un trouble physique, car il est cassé plus qu'aux 2/3, il lui manque peut-être un membre, ou c'est une gueule cassée, il a fait la guerre, je sais pas. Je connais pas la vie de Céline, je suis nul en Céline, je suis débutant en Céline, donc je ne sais pas qui est ce monsieur. Un ton employé assez cru, assez vulgaire, assez direct. Laisse-toi souffler debout par l'aquilon favorable, dors ou dors pas, titube, trombone, chancelle, dégueule, écume. Voilà, on sent que c'est un peu gras, un peu crasseux. Ça me donne envie. Et ce qui est fou, c'est que sur ces 4 bouquins, il y en a au moins 3 qui me donnent très très envie. Je pensais n'en lire qu'un, mais du coup, je vais peut-être faire durer plus longtemps ce vlog et en lire au moins 3, ce qui est plus à propos. Donc je vais lire en premier Liv Maria de Julia Carninon, car c'est ce court extrait de cette femme dont on ne sait pas grand-chose, ce mystère entretenu par ce premier chapitre que j'ai lu, enfin cette première entame de chapitre que j'ai lu, qui m'intrigue. Donc je vais lire en premier Julia, Liv Maria. En second, je pense lire Guerre de Ferdinand Céline. Et en troisième, ça serait pas juste parce que c'est pas cette page qui m'a donné envie de le lire. C'est pas ça. C'est parce que voilà, mon œil, la couverture, ce que je me suis rappelé au moment où j'ai lu cette page qui m'a donné envie. Mais d'un autre côté, j'ai pas particulièrement envie de lire ça actuellement. Je préfère me le garder pour cet été, donc je vais lire Héritage et j'en ai rien à foutre. Et comme ça va me permettre aussi, parce que je crois que c'est la première fois là, dans tous les romans que je lis, la page 99, où je n'ai pas forcément saisi si c'était le personnage principal ou pas. Genre j'ai un doute, je sais pas vraiment. Donc d'un côté, ça pourrait me permettre d'infirmer pour une fois cette théorie de la page 99 qui jusque-là s'avère plutôt bonne avec ce que je fais. C'est la première fois que je commence un vlog sans savoir ce que je vais lire. Et j'avoue que ça m'excite un peu. Bref, on se retrouve quand je commence la lecture d'un de ces bouquins. Pour l'heure, j'ai beaucoup à faire. Donc on est le même jour qu'au début de l'intro. Et je viens de me poser juste un petit point sur ma vie. Je change de travail la semaine prochaine. Donc là, on est vendredi. J'ai quitté mon ancien poste hier et lundi, je commence mon nouveau poste. Donc j'ai le week-end qui est tranquille où je me suis vraiment rien prévu pour décompresser. Je vais travailler dans un centre socioculturel en tant que coordinateur socioculturel. Donc je vais m'occuper un peu de la logistique de la maison, m'occuper de la programmation culturelle, de la direction, etc. Donc ça va être trop chouette, j'ai trop hâte. Je change totalement de branche. Et du coup, je me pose. Et là, on est le vendredi après-midi. Ce soir, je vais voir un spectacle de cirque. Mais j'ai un peu de temps. Donc, je vais commencer Liv Maria de Julia Carninon. Et je me rappelle pourquoi je l'ai acheté. C'est le jour où il y a eu l'annonce que les boutiques France Loisirs allaient fermer. Et j'avais de l'argent sur mon compte France Loisirs. Du coup, j'étais allé dans la boutique de Reims. Et j'avais acheté ça. Et Chaviré de Lola Lafont, je me rappelle. Du coup, je vais copier sur Coco Cornelius, qui a sorti sur le vlog et des gens en ligne. Je vous le mettrai ici ou là. Un vlog dans lequel il lit un bouquin dont il ne connaît rien.
Je sais pas si la vidéo est qualitative, à l'heure actuelle elle n'est pas encore sortie, c'est juste que j'en ai parlé avec lui et qu'il nous a raconté un peu son processus. Mais voilà, donc il a fait ça et il y a Pepper du Pepper Palace qui l'a fait également il y a pas longtemps. Et donc vu que je me rappelle plus du résumé, que je n'ai lu que la page 99, je vais lire. Je vais essayer, j'ai un peu de temps, il est quelle heure? Il est 16h et je pars qu'à 18h30, donc j'ai 2h30. C'est sûr, si je me pose, je vais réussir à arriver à la page 99. On n'oublie pas que c'est un bouquin de chez l'Iconoclaste. Donc il y a des marges énormes en haut, en bas, sur les côtés. Ça devrait aller vite. On se retrouve au premier checkpoint, page 99. Finalement, je crois qu'hier soir, j'ai pas lu, enfin je me suis endormi quand j'ai voulu lire avant de partir au cirque, et après je suis allé au cirque, je suis rentré, il était minuit et demi, 1h du matin, donc j'ai pas lu. Je viens de lire ce matin les 100 premières pages, je suis arrivé page 105, donc j'ai dépassé la page 99, et je dois dire que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup cette page 99 où on apprenait qu'une jeune femme arrivait à Santiago au Chili avec une valise très légère, un dictionnaire d'espagnol, pas grand chose, le cœur lourd. Et en fait, c'est un moment qui est quand même assez charnière dans le roman. Là, je viens seulement de le dépasser. Il y a le petit chat qui fait des bonds dans tous les sens. Je viens seulement de le dépasser. Et c'est vraiment un passage clé, je pense, qui pour autant ne spoil pas grand-chose. Parce que, ok, elle n'est pas à Santiago, on ne sait pas du tout qu'elle va aller en Amérique latine avant ce passage-là, mais ça ne gâche pas la lecture de l'apprendre. Sinon, on est avec une jeune femme qui, très vite, c'est même une enfant, une adolescente qui, par 2 enchaînements dans sa vie, doit sortir très vite de cette enfance, de cette adolescence. C'est un passage forcé vers l'âge adulte et c'est très très bien écrit, l'écriture est très jolie, j'aime beaucoup la façon dont Julia Carninon raconte son histoire, nous raconte la vie de cette petite Liv Maria. On voyage un peu, c'est sympa, il y a pas mal de commentaires sur la lecture parce que il y a un personnage qui est lecteur, enfin qui aime beaucoup la lecture, donc il y a quelques références littéraires et ça c'est pas pour me déplaire. Vraiment je passe un excellent moment. Je pense que ça va se lire très vite, hein. Là vous voyez les 100 premières pages. Ouh là il vient d'éternuer. Et allez, les 100 premières pages je les ai lues à vitesse grand V, mais c'est parce que c'est l'Iconoclaste et ça se lit très vite. Donc je vais essayer de le terminer ce matin. Là il est 8h, j'ai déjà lu depuis une petite heure je pense. Et je vais poursuivre ma lecture avant de faire du montage ou alors... En fait, j'ai envie de faire du sport en ce moment. Et ça m'arrive très peu d'avoir envie de faire du sport. Donc il ne faut pas que je me restreigne. Et si j'ai envie d'aller courir, il faudrait que j'y aille, mais... je sais pas. Bon, je viens de terminer Liv Maria de Julia Carninon aux éditions de l'Iconoclaste. Et c'était une plutôt chouette lecture. Je suis pas sûr que... Je l'avais vu beaucoup passer et il est sorti en poche, donc c'est qu'il a quand même eu un bon succès, je pense. Je m'attendais peut-être à un peu plus. J'ai trouvé ça un peu faiblard parfois sur le développement. Parce qu'on va dire avec cette jeune femme, Julia, je vous dis, qui passe très vite de l'enfance à l'âge adulte, qui après vit quand même pas mal de choses. Elle visite de nombreux pays, elle a un peu beaucoup de vie, beaucoup d'expérience, alors qu'au final, je pense qu'on la suit que jusque ses 35-40 ans, donc sur une maigre période, il se passe beaucoup de choses. Et tous ces enchaînements sont peu développés. Il s'est passé quelque chose dans son enfance qui l'a marqué beaucoup, enfin dans son adolescence, qui va la hanter toute sa vie. Et c'est assez faiblard parce que en fait, le roman, je vous dis, fait 270 pages, mais avec la mise en page de l'Iconoclaste, c'est beaucoup plus court. Je pense que dans une autre maison d'édition, on dépasserait à peine les 200 pages et encore. C'est une ode un peu à la liberté, à la féminité, au droit de disposer de son corps comme on le souhaite, mais ça manque un peu de développement, c'est un peu juste par moment. Pour ce qui est de la page 99, je vous dis c'était le moment clé du roman, enfin le moment clé, un des moments phares une pierre angulaire en gros du bouquin, donc c'est intéressant que ça tombe sur cette page 99 qui se situe à peu près au tiers vu qu'on est sur 270 pages. Ça a permis de me donner envie. Ce bouquin je l'avais depuis, je sais pas, je l'ai acheté quand France Loisirs a fermé, donc je pense que c'était l'hiver dernier. Je l'avais acheté sur un coup de tête et je savais pas du tout quand est-ce que j'allais le lire parce qu'il n'était pas forcément prioritaire. Donc voilà, je vais peut-être essayer avec ces vieux livres que j'ai dans ma palle
de lire la page 99. Pour l'heure, ma prochaine lecture sera, parce que la couverture est belle et qu'elle reste dans les mêmes couleurs que la couverture de Liv Maria, Héritage de Miguel Bonnefoy aux éditions Rivage Poche, parce que vraiment je trouve cette couverture trop belle, et que pour le coup la page 99 ne me disait rien du tout, enfin on apprend très peu de choses, voilà, je suis encore dessus. En attendant, moi je vais manger des petites courgettes façon pizza avec des tomates. Et on se retrouve quand j'aurai commencé le livre et atteint la page 99. On se retrouve bien plus tard, je pense, parce qu'on est dimanche 10 juillet. Et j'ai lu et terminé Héritage de Miguel Bonnefoy. Attendez, je suis en train de réfléchir, qu'est-ce que j'ai lu avant ce bouquin? Donc j'ai lu la fin, enfin le bouquin en entier finalement. La page 99 de ce livre nous présentait une famille, je crois les Danowski tout à fait Flowfly. On nous disait que c'était une famille qui venait de Russie avec des phrases qui étaient assez courtes, assez narrées. Et en fait, pour ce qui est du style, je dois t'avouer que c'est exactement tout le bouquin qui est écrit comme ça. C'est tout au discours rapporté qui installe une espèce de distance et de froideur. Et c'est sûrement ce qui m'a gêné durant ma lecture. Alors, au final, je vous ai pas fait le résumé. On va suivre une famille entière qui a quitté la France pour aller s'installer au Chili, qui a quitté la France à la fin du 19e siècle et qui a commencé à vivre au Chili. Et au moment de la Première Guerre mondiale, un de ses enfants de cette famille retourne en France pour aller combattre. C'est vraiment une histoire de famille où on va nous raconter plusieurs générations, moins 4 générations de, comment il s'appelle, Lonsonnier, la famille Lonsonnier, dans cette espèce d'exil au Chili. Alors je savais pas du tout, faut que je me renseigne, qu'il y avait une communauté française qui a l'air quand même assez importante. Alors en tout cas peut-être au début du XXe siècle elle était importante, elle est peut-être moins actuellement, je sais pas trop. Mais on nous parle de ces Français expatriés, on nous parle de notions d'exil, oui, déracinement et d'identité en même temps, parce que les enfants de ces personnes françaises sont nés au Chili, mais ils sont français car ils sont nés de parents français. Et pourtant, ils parlent que français, alors qu'ils habitent au Chili et qu'ils n'ont jamais connu la France. Ils voient la France un peu comme cette terre rêvée, ce pays européen développé, depuis eux, leur Chili, à tel point qu'ils idéalisent tellement la France qu'au moment de la guerre, ils décident d'aller combattre sous les drapeaux français. C'était une lecture assez sympa qui se lit bien, parce que le roman est pas très gros, il fait 200 pages, mais je vous dis, dans le style qui est du discours rapporté tout au long de la lecture, enfin, tout est écrit à la 3e personne du singulier, et il y a très peu de dialogue, de discours. On est vraiment tout le temps dans ce rappel de faits, de comment la famille a évolué, qui sont les enfants de qui, etc. C'est même un peu compliqué à partir d'un moment, car on est sur plusieurs générations avec des enfants d'enfants, de suivre le roman. Bref, c'était une lecture plutôt bonne, mais pas non plus exceptionnelle. J'ai passé un bon moment, mais sans plus. Je suis pas sûr de relire du Miguel Bonnefoy. Je sais pas, en fait, c'est ça que je trouve bizarre, c'est qu'il a obtenu le prix des libraires 2022, et j'arrive pas vraiment à à comprendre ce qui a participé à cette remise de prix, parce que tant sur le fond que sur la forme, je trouve que ça casse pas 3 pattes à un canard. La forme, moi j'ai vraiment pas du tout aimé, très peu aimé cette façon d'écrire et cette façon de raconter une histoire. Et sur la forme, non ça c'était la forme, donc le fond, et sur le fond je vous dis, à part ces notions d'exil et d'appartenance à une patrie, il n'y a pas grand chose, parce que on est avec des personnages auxquels il n'arrive pas on est avec des personnages qui ne vivent pas non plus 1000 histoires, ouais, je sais pas, c'est un petit peu un coup d'épée dans l'eau, quoi. Bref, une bonne lecture, et pour le coup, c'était la page 99 qui, niveau histoire, intrigue, personnage, m'en disait le moins, et c'est également le roman que j'ai moins aimé, parce que les personnages ont vraiment pas une... le roman, c'est complètement bizarre, parce que le roman est construit sur les personnages, il se passe pas grand-chose d'autre, et pourtant, on n'en apprend pas tant que ça sur eux, et on n'arrive pas à s'attacher à eux. Donc, ouais, je sais pas. C'est peut-être un exercice de style qui m'est passé totalement au-dessus de la tête. Vraiment, j'arrive pas à comprendre, à trouver quelque chose dans ce bouquin qui fait que c'est un bon bouquin pour lequel j'aurai un souvenir. Là, c'est juste une lecture agréable, mais pour lequel j'aurai aucun souvenir et qui ne m'a pas transcendé. Et ensuite, j'ai attaqué les 60 premières pages de Guerre de Louis-Ferdinand Céline, qui est un texte qui a été publié là très récemment, il y a 1 mois ou 2, suite à des manuscrits qui avaient été volés à la mort de Céline et qui ont été retrouvés. Je n'ai jamais lu Céline, j'ai pas lu Voyage au bout de la nuit, je n'ai pas lu... je sais pas ce qu'il a écrit d'autre d'ailleurs, le coco.
Donc je ne connaissais pas du tout l'écriture, je connais un peu l'histoire de Céline, en tout cas ce qui reste de lui malheureusement, enfin malheureusement, tout le côté antisémite qu'on lui attribue, qui est probablement vrai d'ailleurs. Je me suis peu renseigné encore pour l'instant. Donc là j'ai lu la préface, parce que vu que c'est un texte qui a été déchiffré, qui est édité, publié à titre posthume et qui n'a pas été probablement retravaillé par Céline, on ne sait pas vraiment si c'est comme ça qu'il voulait qu'il soit publié, si c'est la version définitive du bouquin. Il y a encore pas mal de mystères sur ces manuscrits, donc il y a quand même tout un travail de préface et d'avant-propos qui explique comment ils ont retrouvé, comment ça a été édité, comment ils ont décidé de le mettre en forme. J'ai trouvé ça super intéressant, et en fait depuis que le bouquin a commencé, je me fais un peu chier. J'ai lu 60 pages, et j'ai peu d'intérêt pour le roman, j'ai peu d'intérêt pour la langue, je me tâte à l'abandonner. On est avec Céline, c'est c'est bien expliqué au début du roman. Le roman est plutôt découpé en deux parties. Il y a une partie vraiment autobiographique et une autre qui est un peu plus autofictionnelle, où il y a des éléments qui ne sont pas la vraie vie de Céline, mais ça se passe pendant la Première Guerre mondiale. Le roman s'ouvre sur Céline en tant que personnage, mais en tant qu'auteur également. Enfin, le vrai Céline a fait la guerre dans les tranchées, dans le nord de la France. Il se fait blesser à la tête et il essaye de se relever de sa blessure sur le champ, alors que tout le monde est mort autour de lui et qu'en gros c'est un des derniers survivants de cette bataille. Le roman s'ouvre là-dessus, et en fait c'est quand même assez flou, assez brouillon, je trouve, pour s'y retrouver entre les différents personnages qu'on croise. Un langage qui est très argotique, qui est un peu vieilli, donc pas simple non plus de s'y retrouver. Il y a quand même pas mal de... À la fin, il y a tout un... Comment ça s'appelle ? Un lexique de la langue populaire argotique, médicale et militaire. Voilà, donc c'est des mots qui sont quand même peu usités, c'est pas simple à se plonger dedans, et étant donné que je connais très peu l'œuvre de Céline, très peu la vie de Céline, je pense que ça me dépasse, que je n'ai pas le bagage culturel nécessaire pour lire ce bouquin. Donc au lieu de me l'infliger et de me forcer, je pense que je vais arrêter ma lecture. Je viens de me décider là en parlant, mais c'est vrai que j'ai l'impression que je suis pas à la hauteur du livre, donc c'est pas la peine que je me force et que je me dégoûte. Comme je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, en ce moment j'ai du mal à lire parce que j'ai pas forcément le temps de lire, donc du coup autant me focaliser sur des lectures qui me font du bien. Sauf que ça m'embête parce que je crois que ce vlog est vraiment très court, du coup. Il y a la partie où je parle de Liv Maria, là il y a Héritage que j'ai pas trop vlogué finalement. Alors, je vais me tourner vers Un jour ce sera vide de Hugo Lindenberg, parce que vraiment j'ai ouvert la page 99 et il est question de garçons, de virilité. Je ne sais absolument pas de quoi ça parle. Ce sont des bouquins que je dois lire pour le prix des lecteurs en juillet et en août. Donc du coup, il faut que je les lise, ça tombe bien. Mais la première phrase de la page, déjà le chapitre, c'est un nouveau chapitre. Le chapitre s'appelle Les garçons. Et la première phrase nous dit « Rien ne m'est plus étranger qu'un garçon de mon âge. » Il y a le chat qui fait le con. « Rien ne m'est plus étranger qu'un garçon de mon âge, à cause sans doute de cette ressemblance supposée. Baptiste, par exemple, a toujours l'air de faire partie du décor, à tel point qu'à force de plage, sa peau semble faite du même grain que le sable. Le chat va me rendre dingue. Bref, je pense qu'il est question d'été, de vacances, de garçons. Ça a l'air assez poétique la façon dont il parle du corps de Baptiste un peu plus bas dans la page. Je vais lire ça et c'est très court en plus, c'est parfait. Et voilà, bon alors, je commence à lire ce bouquin. Ça me dit pas grand chose, je sais absolument pas de quoi le bouquin va parler. C'est écrit à la première personne du singulier. Il est question de vacances, de garçons et du corps des garçons. Je sais pas s'il y a une notion d'homosexualité. Je pense qu'il y a une notion de virilité ou de rapport à notre sexe. Et ça peut m'intéresser. Bonjour, on se retrouve encore plus tard. En ce moment, avec mon nouveau taf, la chaleur, etc. Je prends pas trop le temps de lire. En fait, si, mais je m'éparpille tellement que je commence des bouquins, j'en arrête, j'en reprends d'autres. Bref, je viens d'atteindre la page 99 d'Un jour ce sera vide de Hugo Lindenberg, qui est un premier roman paru l'année dernière en 2021 et qui a obtenu le prix France Inter, prix du livre Inter 2021. Donc il est avec sa grand-mère avec qui il passe son temps. On ne sait pas si c'est elle qui a la garde, si ses parents sont décédés. On n'a aucune info sur les parents pour l'instant, donc on ne sait pas où ils sont. Il est en vacances au bord de la mer et il a une tante qui, semble-t-il, est handicapée et qu'il déteste, qu'il ne peut vraiment pas voir, tout l'énerve chez elle, sa façon de parler, son corps, son attitude, ses tics de langage, tout
tout l'agace et le rend honteux. Il a honte. Il y a le chat qui vient de passer juste derrière, j'ai eu très peur. Il a honte de cette tante qui est, semble-t-il, handicapée, sans que ce soit vraiment nommé. On ne sait pas si c'est lui qui est dans l'exagération du fait que sa tante n'a pas un physique normal, entre guillemets, ou alors si elle est vraiment atteinte d'un handicap. Donc ça me gêne un peu pour l'instant, parce que c'est vrai que alors c'est un jeune homme de 10 ans, la plume est très bizarre, parce que c'est un jeune homme de 10 ans, mais qui s'exprime 10 fois mieux que moi, donc à tes souhaits, Prosper. À tes souhaits, mon cœur. Et ça me gêne un peu, mais justement sur cette tante, on sait pas, voilà, il n'y a pas trop de nuances pour l'instant. Alors c'est fait exprès, je pense, parce que c'est un roman où ce jeune narrateur va rencontrer Baptiste à la plage, ils vont devenir copains, et le narrateur va être très jaloux de la vie de Baptiste, car il va voir les parents de Baptiste, il va voir la sœur de Baptiste, il va voir la maison de Baptiste, qui est la maison de ses rêves, ses parents qui sont très bienveillants, sa sœur qui est embêtante comme toutes les petites sœurs, mais qui lui donne l'image d'une famille parfaite. Et on est vraiment dans cette opposition, enfin dans ce jeu de « je veux ta famille », chose qui me plaît, car c'est quelque chose qu'on vit tous à cet âge-là. Je me rappelle, moi, c'était parfois mes cousins, j'étais jaloux de mes cousins, ou les voisins, etc. On est toujours jaloux de quelqu'un qui a une plus belle vie que la nôtre. Et c'est vrai que c'est chouette. Le fait que ça se passe en été, c'est parfait, parce que là, bon, c'est les vacances scolaires, on est au mois de juillet quand je filme cette vidéo. Même si moi je ne suis pas en vacances, il y a quand même un sentiment de vacances dans l'air, et j'aime bien quand même accorder mes lectures parfois à la saison. Et donc pour l'instant j'aime bien, c'est très introspectif, il y a des pages entières, je peux vous montrer, hein, sans dialogue, sans retour à la ligne ni rien, où c'est vraiment que du monologue intérieur de la part du narrateur qui raconte sa famille, qui raconte sa tante, qui raconte sa jalousie. Il y a une moumoute pour le micro de la caméra, et Prosper est très intrigué par la moumoute. Non. Non. Attention, sinon je sors mon arme fatidique, le spray d'eau. La page 99 est révélatrice du style, de l'ambiance, parce qu'on sait directement qu'on est en été sur la plage avec le personnage principal et Baptiste, enfin le narrateur et Baptiste. On est dans un monologue intérieur qui raconte le corps de cet ami qu'il s'est fait. Et ça, pareil, ça me gêne un peu parce qu'il a 10 ans et il fait beaucoup de réflexions sur le corps, sur la virilité, etc. Alors que moi, à 10 ans, je ne pense pas qu'on se pose ces questions-là. Non. Non, à 10 ans, je sais pas, tu joues encore avec ton caca, limite. Bref, voilà. Je suis un peu en demi-teinte. Je comprends pas le choix de l'âge du narrateur. Pour moi, il est plus vieux. Il a des réflexions d'un garçon plus vieux. Voilà. Mais sinon, c'est quand même agréable. C'est parfois un peu chiant à lire. C'est le propre du monologue intérieur, le propre de l'introspection, du déballage d'idées. Il ne se passe pas grand-chose. Là, j'ai lu 100 pages. Il a été à la plage, il a vu une méduse, il est rentré dans son bungalow, enfin pas son bungalow, son appartement de vacances. Il a vu sa tante, il a critiqué sa tante, et voilà. Il s'est passé que ça en 100 pages, et je pense qu'il ne va pas se passer grand-chose de plus sur les 100 prochaines pages. Mais c'est pas grave. Bref, je vais continuer ma lecture, je la termine, je vais vous faire un retour, on clôture le vlog, on en commence un nouveau, parce que j'ai commencé un nouveau livre, et puis voilà, et puis il faut que je tourne encore des vidéos, j'ai beaucoup de trucs à faire, et à côté de ça, il faut que j'aille boire l'apéro, parce qu'on est le 13 juillet, non, Floris, on est le 14, et j'ai été invité à boire l'apéro et aller manger au resto. Décidément, ce vlog n'est pas une réussite, vous ne rêvez pas, hein. J'ai été chez le coiffeur et j'ai rasé ma barbe parce que j'avais fait un trou, et donc du coup j'ai dû tout couper, j'ai l'impression d'être à poil. J'ai décidé au bout de, j'ai même perdu ma page, je crois 150 sur 200, d'abandonner ce roman. C'est déjà le deuxième roman de ce vlog que j'abandonne. Il y a Prosper qui se lave le fion. Et finalement, ce que je vous disais au début, ça continue. Il y a des chapitres qui sont vraiment chiants à mourir. Sur les fourmis. En fait, là, je viens d'enchaîner, je sais pas, 4 ou 5 chapitres où on parle presque plus des garçons ou de virilité, etc. Où il nous raconte un peu sa vie parce qu'il y a des fourmis dans sa cuisine. Après, parce que la voisine de sa grand-mère est très vieille et qu'elle perd la tête. Mais c'est pas intéressant. Et encore une fois, c'est pas possible qu'un gamin de 10 ans ait des remarques pareilles. Donc ça m'agace et ça me fait sortir du bouquin parce que je me dis, le mec est plus intelligent que moi alors qu'il est censé avoir 10 piges. Je suis énervé, pourquoi je m'énerve comme ça? Je sais pas, merde, la caméra elle bouge. Donc bref, je ne vais pas poursuivre cette lecture. Ce qui me gêne un peu, c'est que du coup j'ai lu que 2 bouquins sur 4. Comme quoi, le test de la page 99 ne fonctionne pas toujours parce que quand j'ai lu la page
Je me rappelle plus des plans parce que ça fait quelques jours maintenant. Mais quand j'avais lu la page 99 qui s'intitule Les garçons et qui parlait de Baptiste, ce jeune homme qu'il rencontre et qu'il apprécie, ça m'avait donné très très envie. Et au final, ces pages-là, à n'en plus finir de textes inintéressants, m'ont agacé. Genre, dès l'instant que je tournais une page et que je tombais sur une double page comme ça, où il n'y a que du raconta chiant, bah j'étais en mode, oh non, pas encore. Donc bref, je préfère abandonner. Je sais pas du tout ce que je vais dire maintenant. Toujours est-il que je vais clôturer le vlog ici parce que j'ai pas envie de vlogger, tout simplement. Donc, en attendant, comme quoi, le test de la page 99, ça ne peut pas toujours fonctionner parce qu'avec ça et le Céline Guerre, ça n'a pas fonctionné alors que les deux pages 99 me donnaient plutôt envie. Et que pour Héritage, j'avais pas trop envie, enfin, alors que pour Héritage, la page 99 ne me donnait pas spécialement envie et je suis allé au bout et il m'a plu relativement. Bref, la lecture c'est du plaisir, la lecture c'est pas des tests, c'est pas de la science, c'est voilà. On prend un bouquin, on lit, on garde ce qu'on veut, on jette ce qu'on veut pas, si on n'en veut plus, on le met de côté ou on l'arrête totalement. C'est pour ça que ça me fait rire ce petit test, ce petit truc. Il faut pas en faire tout un fromage, faut pas que ça devienne une obligation, enfin pas une obligation, mais quelque chose de scientifique, parce que pour moi la lecture c'est pas forcément scientifique. La littérature l'est, mais pas la lecture. La lecture ça reste avant tout un plaisir, et oh non, il est trop mignon, c'est trop beau mon doudou. Oui, tu m'attaques. Et donc voilà, je veux que ça reste un plaisir et un jeu, et en même temps, voilà, sans que ça devienne une science, ce test de la page 99, c'est un petit jeu, et j'aime bien rendre ma lecture ludique, ceux qui y participent. En attendant, j'espère que cette vidéo vous a plu, c'est deux vidéos qui sont un peu en pendant, hein, je vous la mettrai ici, la précédente si vous ne l'avez pas vue. En attendant, si c'est le cas, je vous invite à la liker si vous avez envie de la faire voyager, vous pouvez la partager, si vous avez envie de discuter, vous pouvez la commenter, si ce n'est pas encore fait, qu'est-ce que vous attendez pour vous abonner? En attendant, je vous souhaite comme toujours d'excellentes lectures, d'excellentes découvertes, et d'être heureux. Regarde la caméra. Et d'être heureux. T'es heureux? Troduc? Oh, il a pas l'air malheureux. Hein.